Breaking news, il est de retour. Ça va depuis la dernière fois? Non. Non. Bah non. Ah oui, c'est sûr, j'ai pas été tendre avec toi. Mais qu'est-ce qu'on sait de toi? Rien. Bats-toi un peu pour tes idéaux, là. Bombe le torse. Oui, voilà, c'est ça. Bombe le torse. Bon, par contre, je vais devoir continuer à te tailler dans cette vidéo, hein. Bah oui, bah ça... Les gens doivent apprendre à te connaître, c'est important, ok? Ça va? Je crois qu'on l'a perdu. Pourquoi cette vidéo sur le sucre 2? Je me suis dit, je vous ai déjà parlé du sucre. Mais je vous ai pas tout dit. CV, Tu dis? CV. Oui, ton CV, c'est ça, voilà. Enfin, plutôt ton casier judiciaire, mais c'est pareil. Je vais commencer par vous parler du grand boom qu'il y a eu dans notre consommation de sucre. Eh bien, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que la consommation de sucre va fortement augmenter. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les années 50-60 va commencer l'épidémie des maladies cardiovasculaires. En 1955, c'est le président américain Eisenhower qui fait une crise cardiaque. Et donc, il expose encore plus les maladies cardiovasculaires aux yeux du grand public. Priorité du moment, trouver un coupable. Deux grosses théories s'affrontent. D'un côté, ceux qui disaient que c'était les graisses qui étaient responsables, théorie portée notamment par un américain Ansel Keys, et de l'autre côté, ceux qui pensaient que c'était le sucre qui était responsable. Cette théorie était, elle, portée par un professeur en nutrition anglais, John Yudkin. Et là, les gars, mais pendant presque 20 ans, ils vont nous faire le match de tennis le plus long de l'histoire. C'est le sucre le responsable, tiens! C'est les graisses, je te dis! Mais, à la fin des années 70, le match se finit enfin. S'il vous plaît, avantage, Monsieur Ansel Keys. L'excès de graisse est déclaré comme étant la cause des maladies cardiovasculaires. Le sucre, quant à lui, il est écarté. C'est pas lui le problème. Yes, voilà. Enfin, tu te rends bien compte que si on fait une vidéo, c'est parce qu'on a des doutes, hein. À ce moment-là, c'est la nouvelle mode des régimes pauvres en graisse. Quand on retire la graisse d'un produit, ils n'ont plus de goût. Je rajoute un peu. Un peu beaucoup, hein, ouais. Donc vous avez compris, pour y remédier, on va rajouter du sucre dans les aliments, d'où aussi l'augmentation dans notre consommation de sucre. Le truc le plus horrible, c'est que beaucoup d'articles ont été publiés plus tard, notamment par le New York Times, parce qu'on a retrouvé des documents montrant que la Sugar Health Association a payé des scientifiques dans les années 60 pour redorer l'image du sucre. Donc en fait, le match de tennis, c'était plutôt ça, hein. S'il vous plaît, silence, ce joueur va servir. Avantage, Monsieur Ansel Keys. Alors je sais pas vous, mais quand moi j'ai appris qu'il y avait un lobby du sucre, ça m'a choqué. Je me suis surtout dit, bon, c'est pas un lobby comme les autres. C'est pas comme la cigarette, les armes, eux ils foutent les boules. Enfin je veux dire, tu les regardes pas dans les yeux quoi. Mais le sucre, pourtant, ils sont hyper puissants et ils ont manipulé l'opinion publique, ce qui est quand même juste inacceptable. Imaginez quand même un peu leur réunion. Non mais on vous paye pour que vous disiez que c'est bon pour la santé, c'est tout. Pas à discuter. C'est comme ces nouveaux bonbons là, qu'on teste depuis des semaines. Mais il s'avère que... on n'a pas trouvé d'anomalie quand les gens les consomment, quoi. Rien. Le sucre est donc bien présent dans notre alimentation depuis maintenant plus de 60 ans, et pourtant c'est toujours difficile de savoir s'il y a du sucre dans les produits qu'on achète, parce que le sucre a plus de 60 appellations différentes. Benoît! Oui, chef? Pourquoi t'as mis sucre dans la liste des ingrédients de la soupe, là? Parce qu'il y en a, chef. Mais quand je te dis sucre, tu comprends qu'il y a du sucre dedans. Oui, chef. Si je te dis galactose, tu comprends? C'est un mot que vous venez d'inventer, chef? Mais non, enfin, Benoît, c'est un sucre qu'on retrouve dans le lait et qu'on a mis dans notre soupe. Mais toi, tu sais pas que c'est du sucre? Non, chef. Donc tu retires sucre de la liste des ingrédients et tu mets galactose à la place. Comme ça, les gens, ils comprendront pas. Vous êtes sûr que vous venez pas de l'inventer, ce mot, chef? T'es viré, Benoît. Chef! Sache quand même que 74% des produits industriels contiennent du sucre. Tous les sirops, sirop de canne, sirop de riz, sirop de maïs. Ensuite, la famille des oses, dextrose, fructose, lactose. Puis vient la classe des sucres qui ont fait option scientifique. Non compliqué, ils se la pètent, enfin bon, un sup. On fait l'appel? Malte diastatique. Extrait de malt. Grande gueule, extrait de malt. Amidon modifié. Ouf, monsieur! Comme vous voyez, ça fait beaucoup de noms différents pour le sucre. Même un espion du KGB, il a pas autant de passeport chez lui. Moi, j'ai décidé de vous parler d'un sucre en particulier, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Alors, c'est un sucre qu'on utilise beaucoup dans les sodas, dans les biscuits, dans les glaces. Il est beaucoup utilisé aux USA, mais il est de plus en plus consommé en Europe. Mais le problème, c'est qu'on le connaît pas bien. Je vais donc vous expliquer quels sont ses effets sur le corps, et j'ai fait appel à quelqu'un pour ça. The Super Sugar, la super héroïne ringarde qui t'éclaire sur les dangers du sucre, mais qui te file un bonbon en partant. Y a pas de logique dans la mission. Bref. Alors, quelle est la mission aujourd'hui? J'aimerais éclairer les gens sur le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Encore lui? Oui, et donc je me disais que vous pouviez peut-être m'aider. Ok. High fructose corn syrup. Oui, ça c'est peut-être un peu trop chaud quoi. Ah sorry, je reviens des States, y a que ça qui marche là-bas. C'est un sucre qui vient des USA, mais il est de plus en plus consommé en Europe. Sauf qu'ici en Europe, t'en sais plus sur le Brexit que sur ça, alors que t'es même pas anglais. Tiens petit, cadeau, mais c'est super mauvais pour toi. Finalement, je vais me débrouiller, tu sais. Sûr? Oui, je vais trouver un truc. Prends ça pour la route. Oh, merci. Donc pour comprendre l'origine de ce sirop, on va faire un bond dans le temps. À la base, il y a eu la création du sirop de maïs, qui a été créé aux États-Unis
un peu avant les années 70. Les États-Unis avaient une très grosse production de maïs qu'il fallait écouler, donc ils ont créé ce sirop. Ce sirop, il est composé de glucose et de fructose. Seulement, on peut utiliser des enzymes dans ce sirop pour faire augmenter le pourcentage de fructose. Pourquoi faire ça? Eh bien parce que le fructose, il a un pouvoir sucrant au goût qui est très très fort. Au début des années 80, des grands industriels américains comme Coca-Cola, Pepsi font face à une grosse crise d'approvisionnement du sucre. On n'a plus de sucre. Quoi? Mais non, je vais pas goûter ton sirop là, Ra. Oh là là, c'est puissant ça. Et regarde comment ça se mélange bien aux autres ingrédients. Où est Benoît? Vous l'avez viré, chef. Merde. Hey, pourquoi tu nous bassines avec ça? It's happening in the United States. We are in Europe. We are safe. Madame, partez maintenant. Un petit pour la route? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, en Europe on consomme de plus en plus de ce sirop de maïs à haute teneur en fructose. Mais pourquoi? Eh bien parce que depuis octobre 2017, la Commission européenne a supprimé le quota de production pour ce sirop. Avant, ce sucre c'était que maximum 5% de la production totale de sucre. Maintenant, il n'y a plus de quota, la production elle est en train de fortement augmenter. Mais donc ce fructose, c'est quoi le problème pour le corps? La particularité de ce sucre, c'est qu'il peut être transformé que par le foie. Quand on mange cette chose, que les Japonais appellent apple, mais que nous on appelle pomme parce qu'on sait jamais rien faire comme les autres, je mangerais bien une apple. C'est quand même autre chose. Alors oui, il y a du fructose dans cette pomme, mais comme on la mange avec ses fibres et ses nutriments, on va ralentir l'absorption du fructose par le foie. Le fructose du sirop dont je vous parle là, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de nutriments. Et donc quand on consomme beaucoup de ce sirop, ce sont des énormes quantités de fructose qui arrivent dans le foie, qui ne sait pas les gérer, et qui va donc commencer à produire de la graisse. Dû à notre malbouffe et à cette consommation excessive de fructose, il y a un nombre de plus en plus important de personnes atteintes de, attention de nouveau le nom est stylé, c'est américain, mais c'est la merde, la maladie NASH. Vous avez la NASH, monsieur Godard. Yes! Enfin, monsieur, vous êtes complètement con, c'est très grave. Mais non, c'est impossible, c'est beaucoup trop stylé pour être dangereux. La NASH, j'ai la NASH. Bon bah, je vais traduire alors, hein. Vous avez une stéatose hépatique non alcoolique. Autrement dit, la maladie de la malbouffe. Votre foie est devenu gras. Si vous ne faites rien, ça va dégénérer et on va devoir vous transplanter un foie. Regardez vos étiquettes quand vous achetez vos produits. N'exagérez pas votre consommation de sucre. Et pour vos encas sucrés, privilégiez les fruits à la croque. Voilà, c'est de nouveau tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mais pourquoi vous privez? Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ah oui, putain, la phrase du jour. La vraie folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. À bientôt les gars.